Il est l'heure, on va commencer. Bonjour à tous. Bienvenue à cette session intitulée « Créer son data lake sur AWS ». Je vous invite à partager toutes les photos que vous souhaitez. N'hésitez pas à rajouter le hashtag AWS Summit dans tous les tweets que vous enverrez. C'est l'objectif, partager, c'est important. Aujourd'hui, un dernier point, pardon, il y a un deuxième hashtag caché dans la présentation. Donc à un moment, n'hésitez pas à m'arrêter et à me dire que vous avez trouvé le hashtag caché. Il n'y en aura qu'un, et j'ai pas fait quelque chose de très compliqué, donc n'hésitez pas à m'arrêter. Aujourd'hui, on va parler Data Lake, donc, et on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on a transformé la façon qu'on avait de gérer nos données, de faire du traitement de données, on va dire à l'ancienne, et donc comment est-ce qu'on a migré sur des approches Data Lake, et en quoi AWS va vous apporter des services, on va dire innovants, qui vont vous aider dans cette démarche. Donc je m'appelle Xavier Delacour. Je suis architecte solution chez AWS depuis à peu près 2 ans et demi. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné de Yann Truong, qui est responsable BI, Big Data et Data Engineering à la Mutuelle Générale, et qui va vous faire un retour d'expérience et un état des lieux de la mise en place du Data Lake de la Mutuelle Générale sur AWS. J'ai eu la chance, au cours de ces dernières années, ces 2 dernières années et demie, très riches, de travailler avec des clients provenant de très nombreuses industries. Pour en prendre quelques-unes, j'ai travaillé avec des clients de l'automobile, des clients de l'oil and gas, des clients éditeurs de logiciels, des clients de la finance, vraiment des secteurs très différents. Et au final, quel que soit le secteur, quelle que soit la société, quel que soit le service à l'intérieur de la société, chacun va avoir sa propre définition et sa propre façon de décrire le big data. La principale raison derrière tout ça, c'est que la façon dont les personnes s'expriment, c'est qu'ils finalement ils mettent en avant la problématique qu'ils essayent de résoudre. Donc est-ce que ça va être des grosses volumétries de données qu'on veut ingérer? Est-ce que ça va être de la diversité à l'intérieur de ma data? De la variabilité dans les données que je vais ingérer? Est-ce que c'est la difficulté de donner la valeur à cette data? J'ai beaucoup de data mais je ne sais pas quoi en faire. Et pourquoi pas également des problèmes de visualisation? Parce que c'est très bien d'avoir beaucoup de data, mais si on n'est pas capable de la restituer et de la montrer, on va forcément avoir des problèmes. Donc finalement, tous ces termes, ce qu'ils décrivent, c'est les problématiques que le big data est censé résoudre. Mais l'objectif de cette société, de ces différentes sociétés, il est unique, c'est de créer de la valeur depuis ces données qu'on a ingérées. Ça fait des années que vous collectez de la donnée, vous tous, toute société ici présente, et potentiel client ou client d'AWS, vous collectez de la donnée et vous avez besoin de lui donner la valeur. Bien entendu, les sociétés qui font ça ne font pas ça pour leur plaisir. L'objectif, c'est d'améliorer des process, c'est potentiellement d'apporter des nouveaux services à des clients, et pourquoi pas de connaître mieux ces clients pour justement mieux répondre à leurs attentes. Et dans tous les cas, j'ai envie de dire, elles sont sur le bon chemin, et vous êtes sur le bon chemin si vous êtes aujourd'hui en face de cette session, parce qu'une étude d'Aberdeen, je vous laisse challenger sa véracité, dit qu'une société qui va tenter de donner de la valeur à ses données en utilisant une approche data lake va voir sa croissance être supérieure de 9% au reste des sociétés du même marché. Et bien entendu, les données, elles changent, elles évoluent, il y en a de plus en plus. On ne parle plus, elles prennent des formes différentes, hein. On va avoir de la vidéo, on va avoir des mails, on va avoir vraiment tout un ensemble de données qui vont être à notre disposition. Et on ne parle plus aujourd'hui de stocker des gigas ou des téras. On parle de passer à l'échelle du pétaoctet, voire même à l'échelle du l'hexaoctet. Et bien sûr, avec ces changements de data, les services d'analyse qu'on va mettre à disposition changent également. Et ce qu'on va essayer de faire avec les approches data lake, c'est tout simplement de mettre à disposition une fois la data pour que tous ces services puissent l'utiliser indifféremment. Donc typiquement, avoir des machines de deep learning ou des machine learning ou de deep learning qui vont venir utiliser cette data, de faire du big data au sens ETL du terme, ou bien du big data au sens traitement temps réel du terme, et bien sûr des services qui vont nous permettre d'aller creuser cette data et faire de la recherche. Et enfin, traiter cette donnée peut coûter cher. Si vous avez déjà eu un cluster Hadoop on-prem, vous savez à quel point c'est compliqué de mettre en place ce genre d'infrastructure, de la maintenir, de la faire évoluer. C'est peut-être ça la partie la plus compliquée d'ailleurs, mais surtout, ça coûte cher. Et donc, on va essayer d'apporter des services qui vont réduire drastiquement les coûts associés. Donc traditionnellement, la façon dont qu'on a eu pendant des années d'analyser la donnée, c'est ce schéma. Vous avez des services qui vont avoir chacun leur base de données.
Ces bases de données vont être exportées via des traitements ETL pour être ingérées dans potentiellement des data warehouses ou, quand on parle de plus petits data warehouses, des data marts. Et on va venir brancher sur ces systèmes d'agrégation de données des systèmes de BI qui vont nous permettre de faire du reporting sur toutes ces données. Les contraintes associées, c'est que la donnée, elle sera forcément structurée. On a défini son schéma. Ce schéma, il a une forme et il ne bougera pas. Donc on parle bien de schéma de données statique. On va être à l'échelle du téra, voire du péta, mais rarement plus haut. Ça va être très compliqué de commencer à gérer de l'hexaoctet avec ce genre de principe. Et surtout, forcément, on a un investissement initial qui va être assez élevé. On parle, et encore une fois, ce ne sont que des moyennes, de 10 000 à 50 000 $ par an par téra. Et l'approche Data Lake va casser ces codes. L'objectif, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de prendre les data warehouses ou les data marts de chacune des entités qui travaillent chez vous et d'exporter toutes ces données pour les mettre à disposition du Data Lake. Et l'autre point très intéressant, c'est que toutes les données très nombreuses provenant des mobiles, provenant des clics de vos clients sur le web, ou bien encore de devices IoT via des sensors, ou encore de médias sociaux que vous allez vouloir insérer à l'intérieur de vos data lakes, à la différence de la partie de droite où on avait un ETL qui venait traiter la donnée avant de la mettre à l'intérieur du data warehouse, là, on va pouvoir l'ingérer à n'importe quelle vitesse et l'intégrer directement dans le data lake. Et ce que ça nous apporte, c'est qu'on est capable de stocker de la donnée structurée, celle qui provient de nos bases de données qu'on a l'habitude d'utiliser, mais également de la donnée non structurée, de la donnée qui provient, encore une fois, de tous ces médias nouveaux qui sont à notre disposition. On ne parle plus de la même échelle. On va aller sur du téra directement, du pétaoctet, de l'hexaoctet. Vous pouvez faire du gigaoctet, ça marchera très très bien, mais sachez que vous pouvez aller beaucoup plus loin. Et puis ensuite, encore une fois, tous les moteurs, traitement big data, temps réel, machine learning, vont venir se brancher directement sur votre vérité, votre data lake. Et enfin, bien sûr, en utilisant cette approche, on va découpler le stockage du compute. C'est fondamental dans l'approche que nous avons ici, c'est qu'on va avoir un stockage qui va être très peu cher, extrêmement durable, et on verra dans la slide suivante pourquoi. Et puis, bien sûr, du compute qu'on va mettre à disposition pour chacun des traitements qu'on a besoin de réaliser. Et donc, on va faire chuter les coûts de notre architecture. Et bien sûr, en quoi AWS est un avantage pour vous en termes d'utilisation du data lake? Eh bien, la première chose, c'est que votre data lake, vos données, vont être posées sur un système de stockage avec une très forte durabilité et une très forte disponibilité. Qu'est-ce que j'entends par durabilité? C'est la capacité à ne pas perdre un objet sur la plateforme, à ne pas perdre un fichier que vous allez stocker. Et la durabilité que vous allez avoir derrière ce système de stockage, elle est de 11,9. Alors c'est quoi 11,9? C'est 99,99,99,99,99,9. Ça veut dire pour des êtres humains comme nous que si vous stockez 10 000 fichiers sur la plateforme, il faudra attendre potentiellement 10 millions d'années avant d'en perdre un. Aujourd'hui, sur AWS, on a des trillions d'objets qui sont stockés sur ces systèmes d'objets. Donc en fait, notre durabilité elle est déjà plus élevée parce qu'on n'a jamais perdu un fichier depuis 2006. Vous allez également augmenter votre sécurité. Comme vous le savez certainement, et la première présentation qui a eu lieu dans cette salle parlait de la GDPR, tous les services AWS sont GDPR ready. Donc tous les services qui vont composer votre data lake sont GDPR ready. À vous bien sûr de les utiliser comme il le faut. Et vous allez donc avoir des capacités d'audit et de gestion de compliance qui vont répondre à vos besoins, aux exigences de votre société. Et un dernier point, c'est que vous allez choisir une région dans laquelle stocker vos données. Et cette donnée, une fois qu'elle est stockée dans cette région, on vous garantit par contrat qu'elle ne sortira pas. Donc si vous souhaitez stocker vos données à Paris, les seules personnes qui peuvent sortir ces données de Paris, c'est vous. AWS s'engage à ne jamais sortir ces données de Paris. Vous allez avoir des accès et des niveaux de contrôle qui vont être très fins. On va vraiment pouvoir descendre jusqu'à l'objet, donc s'assurer que des utilisateurs qui viennent faire des traitements sur la plateforme ne verront que l'ensemble de données qu'ils sont censés voir. Et bien sûr, on va mettre à disposition des outils qui vont vous permettre de véhiculer le moins de données possible entre vos outils de traitement et le data lake. Tout simplement pour diminuer la quantité de données qui est véhiculée et donc augmenter la vitesse à laquelle vous allez traiter ces données. On va vous mettre à disposition des systèmes d'ingestion de données qui vont vous permettre de prendre vos données on-premise et de les envoyer sur la plateforme. Ça, sous différentes façons, et on verra sur le slide d'après lesquelles. Et enfin, bien sûr, nous sommes évidemment intégrés avec tout un ensemble de partenaires. J'en cite quelques-uns et n'y voyez pas de favoritisme. Talend, que vous connaissez certainement très bien, Informatica, et tout un autre ensemble de partenaires qui sont très intégrés avec ces solutions. Et enfin, c'est le marketing qui va le dire, on a le plus grand nombre de services d'analyse et de machine learning sur la plateforme. Tout est managé
et on verra en quoi on va être capable de tirer de l'information, tirer de la vérité de vos données, et de la richesse, bien entendu. En termes de services, on va avoir des services qui vont répondre à vraiment plein de problématiques. Je vais en prendre quelques-unes au hasard parmi les quatre cadrans. Si on prend sur le machine learning, vous allez avoir des services de machine learning managés. Entraîner automatiquement vos modèles sur la plateforme sans avoir rien à faire et juste laisser les modèles travailler pour vous. Des interfaces conversationnelles ou encore du traitement du langage naturel. Dans les systèmes d'analyse, avoir des analyses interactives sans avoir besoin de bouger vos données et de lancer tout de suite des requêtes pour essayer de découvrir ce que vous allez trouver sur la plateforme. Des plateformes Hadoop, Spark, complètement managées sur la plateforme. Ou encore de l'analyse temps réel. En termes d'ingestion des données, des connexions réseau qui vont vous permettre de monter des connexions dédiées entre vos data centers et la plateforme AWS. Et encore une fois, votre data center sur AWS. Ou bien encore des valises sécurisées qui vont vous permettre de transférer vos données en très grosse volumétrie. On parle de téraoctets, de centaines de téraoctets, qui vont pouvoir être envoyés sur la plateforme, tout simplement dans une valise qui va être shippée vers votre compte AWS. Et enfin, du streaming de données temps réel, avec des objets connectés comme des objets IoT, bien sûr, mais aussi du streaming de données et de vidéos sur la plateforme. Et bien sûr, pour chacun de ces services, on a une réponse. Donc typiquement, sur le problème de machine learning, on va avoir Amazon SageMaker qui a été annoncé à re:Invent l'année dernière et qui va vous permettre d'entraîner vos modèles de machine learning et de deep learning de façon complètement automatisée. Amazon Comprehend pour traiter les problématiques de NLP et donc de détection du langage naturel. Sur l'ingestion de données, le lien qui vous permet de connecter vos data centers AWS Direct Connect, la valise qui vous permet d'envoyer vos données AWS Snowball. Sur les traitements, encore une fois, le temps réel sans déplacer une seule donnée, on commence tout de suite à requêter avec Amazon Athena, et on ira un petit peu plus en détail tout à l'heure. Amazon EMR qui va vous permettre d'avoir des plateformes Hadoop complètement managées, et Kinesis qui va vous permettre de faire de l'analyse en temps réel sur les données que vous ingérez. Et encore une fois, AWS IoT pour la partie objets connectés, évidemment, et Kinesis Video Stream pour la partie vidéo temps réel. C'est très bien tout ça, mais par où on commence pour créer son data lake? Eh bien, le système de durable qui nous permet d'avoir une haute disponibilité et une haute durabilité de nos données s'appelle S3, pour Simple Storage Service. Toutes vos données, on va les stocker sur S3. La première problématique, c'est bien sûr, quand on crée son data lake, S3 et votre data lake, c'est d'ingérer la donnée. Donc on va avoir des services sur la plateforme, on l'a vu, Direct Connect, qui vous permet d'avoir un lien entre vos data centers et la plateforme AWS, Snowball, pour envoyer une valise qui va nous permettre d'ingérer des données sur S3, et DMS, qui va nous permettre de recopier des bases de données et d'extraire en format fichier le contenu de vos bases de données pour les ingérer sur votre data lake. Une fois qu'on a ingéré des données, on va vouloir les traiter, on va vouloir en tirer de la valeur. Et pour ça, on va avoir des services comme Amazon Athena, pour faire du requêtage, encore une fois, sans démarrer de serveur, directement sur les données qui sont posées sur S3. EMR, cluster Hadoop complètement managé, vous démarrez le cluster, vous êtes prêt à requêter vos données sur S3 sans les déplacer encore une fois. Redshift, système de data warehouse managé, qui va vous permettre d'ingérer vos données stockées sur S3 de façon automatisée vers votre cluster. Et QuickSight, mais QuickSight, c'est qu'un exemple. Vous pouvez vraiment utiliser n'importe quel outil de visualisation pour aller requêter ces données sur S3. Je prends Tableau, Power BI, ClickSense, n'importe quel outil pourra vous permettre de requêter ces services. Une fois qu'on a ingéré et qu'on est capable de calculer, c'est très bien, mais on va vouloir savoir où est stockée notre donnée. Donc il va falloir la cataloguer et il va falloir être capable de rechercher à l'intérieur. Pour le catalogue, la réponse jusqu'à maintenant, c'était DynamoDB. Et on verra un petit peu plus tard que cette réponse elle a grandement évolué. La deuxième chose, c'est Amazon Elasticsearch, tout simplement pour avoir une interface permettant de rechercher dans toutes les données qu'on a indexées. C'est très bien, mais on va vouloir sécuriser cet accès. Pour sécuriser cet accès, on va avoir trois outils pour faire cela. Le premier, API Gateway, qui va nous permettre de mettre à disposition notre donnée et de servir ces données via une API sur la plateforme. Deuxième service, c'est IAM, pour la gestion d'identité, qui va vous permettre de décider qui a accès et qui aura le droit de se connecter à cette API pour récupérer des données. Et Cognito, qui est optionnel, mais qui va vous permettre d'avoir une gestion d'utilisateurs managée sur la plateforme. Imaginez un LDAP complètement managé, vous permettant d'avoir des logins, des mots de passe, vous permettant de vous identifier sur la plateforme. Et c'est très bien, mais encore une fois, comme on vous l'a dit, on veut augmenter le niveau de sécurité, et on va vous mettre à disposition tout un ensemble de services qui vont vous permettre de protéger et de sécuriser toutes ces données. Je vais parler des trois qui sont à droite. Le premier est très technique. CloudWatch, monitoring temps réel de tout ce qui se passe sur votre infrastructure. CloudTrail, audit temps réel de, encore une fois, tout ce qui se passe sur vos infrastructures. Tous les appels qui sont réalisés sur tous les services qui sont affichés
sont logués dans CodeTrail et vous permettent de savoir tout ce qui se passe à n'importe quel moment sur votre data lake. Et enfin, KMS, si vous souhaitez chiffrer vos données sur la plateforme, utilisez ce service. Il vous permet, à chaque fois que vous déposez un fichier sur la plateforme, de chiffrer automatiquement la donnée que vous déposez. Et donc, quand on parle avec les clients, tous les clients que j'ai cités tout à l'heure dans les différentes organisations, la principale préoccupation, c'est comment est-ce que je vais retrouver ma donnée dans mon data lake. Quand j'ai 1 giga de données, ça se passe bien, c'est pas très compliqué. Quand j'ai 1 Tera, ça se passe encore bien. À l'échelle du péta, ça devient très compliqué. Et Gartner explique qu'en 2018, donc cette année, la majorité, 80% des data lakes seront inutilisables parce qu'il n'y a pas de système permettant de cataloguer les données qui sont stockées à l'intérieur. Et c'est là où AWS vient répondre avec un service, Data Catalog, qui est un subset d'un service que vous connaissez certainement, qui s'appelle AWS Glue. AWS Glue, c'est un service qui permet d'avoir un ETL managé sur la plateforme. Imaginez que vous avez besoin de transporter une donnée d'un point A à un point B. Vous écrivez juste le transformation de données qu'il va y avoir entre le point A et le point B, et Glue va aller chercher les données au point A, transformer la donnée et les stocker dans le point B. Vous allez avoir pour ça 2 services, le job authoring qui va vous permettre tout simplement de tester vos jobs de transfert en temps réel, et la partie job execution qui va exécuter, ordonnancer et monitorer ces jobs sur la plateforme. Mais AWS Glue vient également avec un autre service qui s'appelle Data Catalog, qui est un service, on va rentrer un petit peu dans la technique, qui est compatible avec Apache Hive, donc un système de Metastore très utilisé sur la plateforme Hadoop, qui va être intégré nativement à tous les services AWS et qui va également vous permettre d'analyser automatiquement toute la donnée que vous déposez à l'intérieur de votre data lake. Donc quelle forme prend un data lake qui va être créé avec AWS Glue sur S3 ? Eh bien celle-ci. On retrouve toutes les sources de données dont on a parlé jusqu'à maintenant. Ces données, on vient les déposer sur S3. Et donc on a AWS Glue Crawlers qui va venir vérifier toute la donnée qui est ingérée sur S3, mais à chaque fois qu'une nouvelle donnée va être déposée, les crawlers vont vérifier tout ce qui va se passer. Et donc ces crawlers vont aller identifier vos données, cataloguer ces données, donner une typologie à ces données, est-ce que c'est une chaîne de caractères, est-ce que c'est une date, etc. Et venir enrichir votre catalogue de données dans AWS Glue Catalog. Et ensuite, ce catalogue de données, il va être utilisable par tous les services de compute qu'on a vus jusqu'à maintenant. Que ce soit la partie Data Warehouse avec Redshift, que ce soit la partie Hadoop managée avec Amazon EMR, ou que ce soit l'analyse temps réel avec Amazon Athena qui vous permet encore une fois de requêter vos données sans démarrer aucun cluster directement sur S3. Et donc toutes ces données sont ensuite visualisables à l'aide d'Amazon QuickSight, et je redis ce que je disais tout à l'heure, bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel outil de visualisation que vous avez l'habitude d'utiliser, Tableau, ClickSense, Power BI, etc. Et bien sûr, ce catalogue, on va avoir d'autres possibilités pour l'enrichir. La première, ça va être tout simplement de le créer manuellement. Donc vous allez pouvoir également enrichir ce catalogue, venir créer de nouvelles tables, venir créer de nouvelles métadatas et l'enrichir au fur et à mesure des ajouts que vous faites à l'intérieur de votre data lake. La deuxième chose, très technique, utiliser directement les Hive DDL statements pour enrichir ce catalogue. La troisième façon, utiliser l'API AWS Glue. Comme tous les services de la plateforme, Glue est accessible par API et donc vous pouvez, sur détection ou dépôt de fichiers, utiliser cette API pour alimenter encore une fois votre catalogue. Et finalement, peut-être le point le plus intéressant des 4, c'est la possibilité d'exporter votre catalogue Hive vers Glue et vice-versa. Donc de mettre à jour votre catalogue Glue et de réexporter ce catalogue vers la plateforme dans Apache Hive Metastore. On a vu comment cataloguer nos données. Maintenant, on va vouloir en tirer quelque chose. Et donc, ce qui va être très intéressant, c'est de regarder rapidement les services d'analyse et traitement de la plateforme. Le premier, on en a parlé longuement, Amazon EMR. Traitement de big data vous permet de réaliser des analyses temps réel, ETL, voire même de machine learning à très grande échelle, machine learning avec SparkML. Le service vient avec 19 projets open source qui sont mis à jour très régulièrement, donc en général à peu près 30 jours après la sortie de la version. À faible coût, vous allez pouvoir utiliser les instances EC2 Spot sur la plateforme pour gérer votre autoscaling et la mise à disposition de capacités de ressources sur la plateforme. Stockage S3, on ne déplace pas les données, EMR va directement chercher les données sur S3, et facile d'utilisation. Vous avez un wizard qui vous permet de démarrer un cluster en 5 minutes. Deuxième service à votre disposition, Amazon Athena, encore une fois on en a parlé, service vous permettant
d'accéder directement à la donnée que vous avez stockée sur S3 et de réaliser des requêtes en langage SQL standard, tout ce que vos data scientists et autres ont l'habitude d'utiliser, et vous ne payez qu'à la requête, et en l'occurrence à la quantité de données qui a été scannée pendant cette requête. Un service ouvert avec du SQL ANSI, donc vraiment du SQL, tout ce qu'il y a de plus standard, et des drivers JDBC, ODBC qui vous permettent d'accéder à la donnée. Facile, encore une fois, donc c'est un service de la collection serverless, pas d'infrastructure, pas de management, et également intégré à Amazon QuickSight, mais également à d'autres outils, bien entendu. Encore une fois, Amazon Redshift, je passe très rapidement, le data warehouse managé sur la plateforme qui va vous permettre d'avoir un data warehouse à peu près à 1/10 du coût des solutions existantes, massivement parallèle, grosse capacité de calcul, et encore une fois, un très faible coût. Et pour finir, un service très intéressant qui a été rajouté, encore une fois, à reInvent l'année dernière, Amazon Spectrum, qui va vous permettre de faire des requêtes entre les données que vous avez dans votre data warehouse Redshift et les données que vous avez sur S3. Si je prends un exemple, vous avez un modèle étoile stocké dans un data warehouse, vous allez avoir votre fact table qui va être posé sur Amazon S3, toutes vos tables liaisons qui restent à l'intérieur de Redshift, et lorsqu'on va faire une requête, on va aller chercher les données sur S3, récupérer toutes les données de la fact table, faire les jointures à l'intérieur de Redshift lorsqu'on remonte la donnée, et répondre à votre utilisateur. Et tout ça sur des formats de données que vous connaissez certainement, CSV, ORC, GROC, Avro. Encore une fois, on ne paye qu'à la requête et la quantité de données scannées. Donc en utilisant des systèmes de stockage colonne, comme Parquet et Avro, vous allez grandement diminuer la quantité de données qui est véhiculée. J'en ai fini pour la première partie de cette présentation et je vais passer la main à Yann. Merci encore d'être parmi nous et donc je vous laisse avec ce merveilleux Rex. Donc, je me représente, donc Yann Truong, je suis responsable du data engineering à la Mutuelle Générale. Donc le data engineering, ça veut dire quoi? C'est tout simple, hein. C'est 4 TP qui s'occupent du dataware en interne et 4 TP chez nous qui sont en train de monter le data lake depuis maintenant septembre dernier. Et donc on va vous raconter l'histoire de ce data lake. Quelques mots sur la Mutuelle Générale, bien entendu. Donc nous sommes la 3e mutuelle française. On protège environ 1,4 million de personnes en santé et en prévoyance. Et on adresse les marchés de l'individuel et du collectif en générant un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros. On est un peu plus de 2000 collaborateurs, pour vous donner une idée de la taille. Et à ce stade, j'ai envie de vous poser une question. Donc la Mutuelle Générale, 3e mutuelle française, quel est notre grand concurrent de demain? Est-ce que quelqu'un a une idée? Amazon. Exactement. Alors, bon, je plaisante un petit peu, mais il y a de ça. Je vais vous raconter une petite anecdote. Donc, je suis arrivé il y a un peu plus d'1 an dans le milieu de l'assurance. Avant, j'étais dans les telcos. Et les telcos, c'est un milieu, c'est un business qui est assez similaire parce qu'on se croyait protégé par des barrières réglementaires, comme les assurances. Mais à l'époque, quand j'étais dans les telcos, on avait peur de qui? On avait peur d'Apple, de Google. Donc j'ai changé de secteur, manque de peau, boum. Les assurances, c'est la même chose. Donc on a peur de se faire ubériser, donc on a peur des GAFA, on a peur des assurtech. Donc il y a une grosse consolidation du marché. Et on est obligé du coup de se transformer. Donc on va passer d'un métier assez technique, le métier technique de l'assurance, vers un métier de service. Donc avant, l'assurance était je reçois les cotisations de mes adhérents et j'indemnise. Aujourd'hui, et encore plus demain, je reçois toujours les cotisations de mes adhérents, j'indemnise et j'accompagne les personnes au moyen de services. Pour développer ces nouveaux services, on a évidemment besoin d'avoir de la data pour mieux connaître nos adhérents. Donc la digitalisation et la data vont être vraiment les moteurs de notre innovation et de notre agilité. Alors on a un gros challenge à la Mutuelle Générale, c'est exploiter nos data au profit de nos clients, mais aussi au profit de notre développement interne. Et là aussi, petit flashback à peu près un an en arrière, lorsque je suis arrivé à la Mutuelle Générale, on était en train de construire notre stratégie data. Donc on s'est fait accompagner d'un cabinet, comme ça se fait beaucoup. Et je vais partager un des constats qu'ils ont fait, un des premiers constats. Ils ont estimé qu'on était super avancé sur les usages de la data, ce qui est assez rare. Et effectivement, sur la data vise, on est super mûr. Donc on a une trentaine d'e-boards qui sont disponibles. Et on en est à un stade où on accompagne la communauté d'analystes de la Mutuelle Générale sur du pilotage autonome avec ClickSense. Pour la data science, on n'est pas en reste. On avait plein de cas d'usage. Alors on avait évidemment des cas d'usage
On le voit avec le petit bonhomme classique de connaissance client, donc du score, du scoring de churn, les résiliations, de la segmentation, donc on calcule par exemple de la segmentation dynamique basée sur le comportement de nos adhérents. Et puis évidemment, au centre, là en bas, on essaie de construire la vision 360 de nos clients, voilà, comme toutes les sociétés. Mais en plus de ces cas d'usage classiques de connaissance client, et là c'est plus intéressant, on a les cas d'usage là-haut. Et voilà. Et on a décidé d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité de service de notre gestion. Donc c'est vraiment faciliter la vie de nos gestionnaires au quotidien pour traiter les demandes de nos adhérents. Donc quelques exemples de cas d'usage. On va produire des dashboards d'absentéisme qui vont permettre à nos clients en B2B de prédire en tout cas les absences par organisation. Donc ça peut être utile par exemple pour des clients en B2B qui gèrent des centres d'appel. On a évidemment le grand cas d'usage classique dans les assurances voilà, sur l'IA de lutte contre la fraude. Mais encore plus intéressant, c'est ce qu'on a au centre, on a un projet qui s'appelle Deep Dive. Donc Deep Dive, c'est un traitement automatisé et ultra rapide des courriers postaux, parce qu'on reçoit beaucoup de courriers postaux encore dans une mutuelle, donc des courriers postaux de nos adhérents. Donc tout ça, c'est basé sur du deep learning. Et je suis assez fier de vous dire que du coup, on a gagné le trophée de l'innovation dans la catégorie B2B au dernier salon Big Data. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce qui a été proposé par l'équipe Data Scientist, vous tapez Deep Dive sur le net, il y a pas mal d'articles. Et puis ils seront aussi disponibles à la sortie de la salle si vous voulez échanger. Du coup, ce qui pêchait, c'est qu'il n'y avait pas encore vraiment d'industrialisation de tout le sourcing data, donc pas de data lake. Et notre challenge, le challenge de mon équipe, c'était de pouvoir mettre le data engineering au niveau de ce qui était fait sur la data science et la data vise. Par contre, on avait des cas d'usage, ça va être important pour la suite. Alors, on a lancé un projet, donc notre projet s'appelle Data as a Service, et on a un seul objectif, c'est simplifier la vie du data scientist. Donc, nos data scientists, j'imagine comme tous les data scientists, estiment qu'ils passent trop de temps sur la data préparation. Donc 70 à 80% de leur temps, en général, ils n'aiment pas trop ça. Donc la mission du data engineering, c'est de pouvoir les aider et d'industrialiser tout le sourcing des données. Et du coup, de monter un data lake. Donc notre data lake, il doit permettre de consolider toutes les données du client. Alors bien sûr, en batch, mais en temps réel, qui est à mon avis le vrai apport des technologies Big Data. De collecter les données externes qui vont être utiles à tous. Donc à titre d'exemple, on est en train de monter une base personne morale. On récupère des données open data, donc on va chercher les données Sirène, la description de toutes les entreprises de France et de Navarre. Et on mixe ça avec les publications du journal officiel des entreprises. Donc on récupère ça via le fichier BODAC, toujours open source. Et ça va permettre à nos forces commerciales de mener des actions de prospection, parce qu'on va avoir toutes les fusions d'entreprises ou toutes les nouvelles activités d'entreprise. Donc c'est le moment, nous, où il faut aller proposer de l'assurance. On a décidé évidemment aussi d'avoir un langage commun pour décrire nos données, nos informations. Donc on parle de quoi? On parle de dictionnaire de données. On a souhaité traiter le minimum, au moins le minimum 0 de la gouvernance de données, qui est de décrire tout ce qu'on avait dans le data lake. Donc on a monté une petite application web qui est basée derrière en back-office sur Elasticsearch. Et ça permet de mapper la description de nos fichiers physiques du data lake en entités et en attributs métiers. Donc de s'y retrouver. Qu'est-ce que j'ai dans mon data lake? C'est le Wikipédia de notre data lake. Enfin, on a souhaité aussi proposer un espace de partage de jeux de données, un data portail. Donc on a, pareil, développé une application avec les mêmes technologies qui nous permet déjà de proposer à nos utilisateurs de télécharger des jeux de données qui sont disponibles sur le data lake, alors sous réserve qu'ils soient habilités, mais ils peuvent aussi uploader leurs propres jeux de données pour partager leurs données. Donc ça permet de désiloter du coup, et c'est vraiment l'objectif d'un data lake, de désiloter les données des différentes directions métiers. Et nous, on va travailler en premier lieu pour la direction data, mais aussi pour la direction de l'actuariat, c'est important dans une mutuelle, le marketing, la finance. Donc on veut désiloter les données. Enfin, je suis obligé d'en parler, c'est en respectant un certain nombre de contraintes réglementaires, donc la GDPR. Alors les contraintes, on récupère dans le data lake évidemment les consentements de nos clients. Et puis on s'est doté de capacités d'anonymisation ou de pseudonymisation. Après, j'ai envie de dire aussi un data lake, ça peut être une vraie opportunité pour un projet GDPR. À partir du moment où on va parler de transparence sur les données, de portabilité sur les données, ça peut être très très utile de rassembler toutes les données de nos adhérents au même endroit. Alors, une fois qu'on a la bonne vision,
Moi aussi, j'ai mon chiffre du Gartner, pour faire sérieux. Comment on fait pour convaincre nos décideurs qu'il faut y aller, alors que le Gartner nous remonte que 60% des projets Big Data en restent au stade de l'expérimentation. Alors, je n'ai pas de recette miracle, désolé. Juste du bon sens. Alors, 2 éléments. Premier élément, une ambition juste. Donc, comme je l'ai dit, on avait un seul objectif pour démarrer, simplifier la vie du data scientist, pas plus. Et même en termes d'implémentation, on y allait piano-piano, donc MVP. Donc, on a commencé par développer, du coup, le sourcing de flux en événementiel, les flux petits volumes. Et puis, on a développé le data pipeline pour les gros volumes. Et là, on s'attaque que maintenant au data pipeline temps réel. Donc, il faut retenir que ce n'est pas tous les combats à la fois. C'est super important. Deuxième élément, c'est de trouver une solution qui va s'adapter à nos besoins. Et là encore, un petit flashback dans ma vie dans les telcos avant d'arriver dans les assurances. Donc, j'avais des fonctions à peu près similaires et j'ai eu la chance de piloter le programme de mise en place du Big Data pour le B2C chez cet opérateur telco. Et à l'époque, on avait choisi du coup un cluster, une distribution Hadoop classique, et on en était super content. Par contre, il y avait 2 écueils. Premier écueil, à partir du moment où la machine est arrivée dans notre data center, et c'était sans doute dû aussi à nos process internes, il s'est passé 6 mois avant qu'on arrive à faire fonctionner ce cluster pour y mettre des données accessibles à nos utilisateurs. Parce qu'un cluster, en fait, c'est un cluster Hadoop, ça s'optimise, ça se tune. Donc on a fini par prendre pareil, un consultant très très cher pour qu'il finisse par nous tuner tout ça, pour rendre tout ça opérationnel. Et puis, une fois que ça a fonctionné, il faut savoir qu'on a voulu aller beaucoup plus loin sur le big data, logique, donc on a voulu faire plus de temps réel. On est retourné voir notre éditeur de distribution Hadoop, on lui a dit comment on fait pour gérer du temps réel. Alors, il n'a dit pas de souci, avec les volumes que vous traitez, on vous conseille de faire comme toutes les grosses organisations, acheter un 2e cluster, donc un cluster Kafka. Ah, d'accord. Mais du coup, ce n'est pas terminé. Parce que nos data scientists, quelques mois après, ils ont levé la main, ils ont fait « Eh oh, nous aussi, on aimerait bien aller bosser sur le cluster, la big data, tout le monde a envie d'y être, donc on aimerait bien pouvoir faire tourner nos algos, entraîner nos modèles, bénéficier de la puissance. » On est retourné voir du coup notre éditeur préféré, devinez ce qu'il nous a proposé? 3e cluster, un data lab. Alors, à la Mutuelle Générale, on n'a pas exactement les mêmes moyens. Du coup, on a décidé de jouer à fond la carte du cloud, et donc d'AWS, qui était la solution qui était préconisée par nos architectes. On avait fait pas mal de POC depuis 2015. Et du coup, je vais partager avec vous pourquoi on a choisi AWS. Premier élément, c'est quoi aujourd'hui le challenge d'un architecte data ou d'un tech lead d'une équipe data? À mon sens, c'est de trouver la bonne solution, pour le bon cas d'usage. Je ne sais pas comment vous le vivez, vous, quand vous cherchez la bonne technologie parmi la palanquée de technologies Big Data qu'il y a pour traiter un cas d'usage. Moi, personnellement, ça me fait mal à la tête. Donc, choisir AWS, déjà, c'est simplifier le choix. Et par contre, on a tous les services pour traiter de la data. On a un écosystème qui est complètement riche et intégré. Donc, je vais paraphraser, mais on veut du stockage illimité, ça va être S3. On veut pouvoir scheduler nos workloads de traitement de la donnée, on va pouvoir mixer des step functions, des lambdas. On veut pouvoir avoir un accès émulé de type Hive ou Impala, pas de souci, on va utiliser Athena. Xavier en a parlé. On veut faire du data warehouse, on a du Redshift. On veut faire des applications de search, on a un service Elasticsearch Service. On veut une base NoSQL, on a Dynamo, on a tout ce qu'il faut en fait. Et encore plus intéressant, c'est que non seulement c'est relativement simple à utiliser, on va être honnête, c'est selon les services plus ou moins managés, c'est que c'est sans administration. Donc on ne s'occupe pas de l'infra derrière, on n'a pas à tuner un cluster Hadoop ou un cluster Kafka. Pour le coup, on s'occupe juste de développer nos produits data et on a les mêmes temps de traitement, quel que soit le volume de données. C'est le cloud qui se charge de ça. Donc c'est un élément qui est super important et ça fitait complètement avec nos ambitions. Je vous ai dit, 4 ETP, des fois on est accompagné un peu d'externe, mais en interne, pour développer le data lake, ce n'est pas une grosse équipe, et puis on n'est pas très très nombreux non plus côté Ops pour travailler sur ces technologies-là, donc c'était juste parfait. Alors du coup, la proposition de valeur pour nos clients, la première, c'est déjà de pouvoir tenir la promesse initiale d'un data lake. Alors c'est lequel? C'est pouvoir sourcer la donnée et puis en garder le potentiel d'origine de toutes les données qu'on va collecter complètement intactes. Donc on utilise les différents services qu'on a cités précédemment. Voilà, une fois qu'on a stocké tout ça dans le data lake. Ensuite,
pour ce qui est de l'agilité et du droit à l'erreur, je vais vous reposer encore une question, on va faire un petit sondage. Donc, qui dans la salle a une architecture data qui est pérenne pour les 10 prochaines années? On lève la main. Donc, on a apparemment 2 personnes qui sont très fortes, ce qui n'est pas mon cas, le cas de mes équipes. Non, c'est compliqué, je l'ai dit, il y a des services qui sortent tous les mois, si ce n'est toutes les semaines. Alors, du coup, il faut tester quand on fait du big data. Et est-ce qu'il y a un meilleur endroit pour tester que le cloud? Moi, je n'en connais pas. Et en plus, alors oui, important, on va pouvoir développer et déployer nos produits data super rapidement en servant de l'agilité du cloud. Mais du coup, si on s'est planté, parce que le big data, c'est aussi un monde où on cherche, on explore, c'est normal, et on se plante. Et ben, du coup, ce n'est pas très compliqué, on utilise des services, il n'y a rien à désengager, donc ça va complètement dédramatiser les échecs et le coût d'un échec. Donc c'est super important. Pour ce qui est du prix, très honnêtement, moi, je ne saurais pas dire, je n'ai pas le recul, je n'ai pas l'expérience pour vous dire si aller sur du on-premise ou aller dans le cloud, au final, c'est plus ou moins cher. Je pense que ça dépend vraiment de la taille des organisations, de leur ambition, de leurs moyens. Ce que je peux dire à coup sûr, c'est qu'on peut démarrer un projet Big Data sans investissement. Et ça, c'est super important parce qu'il y a nombre d'initiatives data qui sont tuées dans l'œuf à cause d'un besoin d'un investissement massif. Et ensuite, en termes de coûts, ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'ils sont maîtrisés. Parce qu'ils sont complètement prévisibles. Alors c'est pareil, quand je suis arrivé, moi, pour bosser sur AWS, j'étais super surpris de recevoir mes petites factures. J'appelle ça mes quittances de loyer, hein, de mon data lake mensuellement. Les équipes Ops, elles m'envoyaient ça par email. Je disais, ah, voilà le coût de mon data lake au mois. Je n'étais pas vraiment habitué avant dans mon ancienne vie. Et du coup, vous ne serez pas surpris qu'avec mon équipe, on a décidé d'avoir ça en quotidien, voire en temps réel. Donc on a vraiment des coûts complètement prévisibles. Du coup, comment on a utilisé les services AWS à la Mutuelle Générale? Donc, je vous présente notre data lake. Donc, déjà, il s'appelle Baikal. Baikal, on a choisi le nom, c'est un vote de l'ensemble des équipes data. On a eu plusieurs propositions. Donc, c'est un lac qui est en Russie, en Sibérie même, et c'est le lac le plus profond du monde. Je crois que il est tellement clair qu'on peut y voir jusqu'à 40 ou 60 mètres. Comme ça, vous aurez saisi du coup les images, profondeur, clarté. Donc, on a fait fort. Après, Xavier, tu disais le data lake, c'est S3. Donc nous, on a fait simple. 3 espaces. Vous avez l'espace en haut, le swamp, le temple, le lakeshore. Donc 3 buckets S3. Le swamp, c'est l'espace où on va stocker les données brutes, classiques. Donc on va sourcer toutes les données internes, et surtout les données internes non exploitées, c'est important, et toutes les données externes. Et on les pose là, dans S3, donc du structuré, semi-structuré, non structuré. Ensuite, on utilise un moteur de préparation pour arriver jusqu'au temple, l'espace des données préparées. Donc préparer les données, c'est quoi? C'est cleaner les données, okay, c'est les renormaliser, parce que finalement les data scientists le demandent, ça leur facilite la vie. Et puis c'est rajouter tous les ID de croisement, les ID pivots qui vont permettre de croiser tous ces fichiers facilement. Okay, puisque je vous rappelle, l'enjeu c'est de simplifier la vie du data scientist. Et pour ça, on utilise du développement Python qui est orchestré par des services comme de Lambda, de l'EC2, des services managés AWS, plus ou moins managés. Une fois qu'on est là, on n'a pas terminé. On doit encore publier la donnée grâce au moteur de publication et arriver jusqu'au lakeshore. Donc le moteur de publication, pareil, du Python qui est orchestré par des services managés AWS. Donc là, je ne vais pas les reciter là. Je vais quand même dire qu'on est en train de migrer tout ça, nos data pipeline gros volume, sur du Glue, puisqu'il est disponible sur notre région depuis quelques mois. Donc comme ça, on génère du PySpark. Et du coup, on arrive dans ce lakeshore. Donc l'objectif là, c'est de publier la donnée, qui est anonymisée, pseudonymisée. Et on a plusieurs accès. Donc, on a un accès Bucket S3 directement pour nos data scientists. Donc, ils utilisent chez nous Data IQ, donc c'est complètement compatible, lecture directe, très simple. Ensuite, on utilise Athena pour donner un accès SQL sur nos données. Donc, on pouvait y rebrancher du coup notre ClickSense. On est en train de tester Redshift pour le coup aussi. Et puis, rendre la donnée activable, c'est aussi pouvoir apaiser la donnée, puisque notre projet s'appelle Data as a Service. Donc, on utilise DynamoDB pour du coup exposer toute la connaissance client, donc tous les scores, tous les segments, tous les bouts de code qu'on récupère des data scientists, on industrialise tout ça et on expose l'ensemble des scores et des segments dans une base NoSQL, DynamoDB, et via API, on peut aller venir interroger cette base-là et afficher par exemple sur notre front, donc Salesforce, les différents scores pour une fiche client. En transverse, je vais quand même citer là à droite qu'on utilise RDS, base de données simple pour tout ce qui est gestion de nos métadonnées, nos logs, évidemment supervision CloudWatch, et tout à l'heure je parlais du dictionnaire des données et du data portail. Tout ça, je vous ai dit, c'est deux applications qui sont de type IHM, moteur de recherche, et évidemment c'est Elasticsearch Service derrière.
En conclusion, j'ai envie de vous dire qu'on n'a pas besoin d'être une boîte du CAC 40, une start-up, un GAFA pour monter son data lake. Donc nous, on est parti quasiment de zéro en septembre dernier. On a eu des premiers résultats tangibles en quelques mois, en servant de l'agilité du cloud. Après, notre Rex et nos humbles conseils, on va rester humble, voilà, ils sont indiqués là. Les use cases. Donc je ne vais pas revenir dessus. Et encore une fois, on n'est pas parti de la tuyauterie pour monter nos data lake. Ensuite, le think big, start small. Donc effectivement, on sait où on veut aller. Et je vous ai expliqué, on y va pas à pas. MVP. J'ai pas honte de dire que pour faire du big data, nous, on a commencé tout petit. Voilà. Après, le vrai apport du cloud, finalement, c'est de permettre aux équipes de se concentrer sur leur cœur de métier. Donc, moi, mes équipes, ils font du data engineering. Donc, ils collectent de la donnée, ils la mettent en qualité et ils la rendent activable. Et ils ne font que ça. Ils traitent de la data au quotidien, ils ne s'occupent pas de l'infra qu'il y a derrière. Donc, c'est vraiment le vrai apport et un gain de temps super significatif pour les équipes. Attention, le cloud, ça peut être aussi disruptif. Quand on a commencé à travailler, on a voulu singer les équipes dev et les équipes ops, les process et l'organisation qu'on avait en fait sur le on-premise. Donc on a voulu redévelopper un catalogue de services au-dessus des services AWS pour créer nos ressources, pour demander à créer une table, une base, un bucket S3. Du coup, on avait un système, comme vous devez connaître aussi, donc on ouvrait un ticket, les équipes dev, et puis on attendait qu'il y ait la création de la ressource. Alors on attendait quelquefois quelques jours, puis des fois on attendait des semaines. Évidemment, c'est complètement contre-productif, ça tue l'agilité du cloud. Donc ça a commencé à fonctionner voilà, lorsqu'on a pris un Ops, voilà, sur des conseils bien avisés d'Amazon et d'une autre société qui nous a accompagnés. Et on a pris un Ops, on l'a mis à côté des équipes de dev, et c'est lui qui, complètement intégré tout le monde sur le même plateau, a pris en charge la création de toutes les ressources AWS. Et il a même fait plus que ça, il les a scriptées, les créations de ressources avec le service CloudFormation. Et du coup, on parle d'infrastructure as a code, de sécurité as a code, et là, ça a commencé à fonctionner. Donc le cloud, il faut retenir aussi que c'est un gros vecteur d'amélioration du coup sur une initiative DevOps. À la fin, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Je vais reprendre mon rôle de manager. C'est déjà une aventure humaine, donc je peux vous dire que c'est passionnant au quotidien de développer sur ces technologies. Donc j'ai la chance d'avoir une équipe qui est senior et technophile, et ils s'éclatent tous les jours sur ces technologies-là. Donc c'est quand même important de le dire. Ensuite, il ne vous échappera pas que quand on met les mots-clés Big Data, Cloud, du coup, c'est très très bon pour attirer des talents. Donc j'en profite aussi pour dire que mon collègue côté Data Science embauche un Data Scientist, c'est des ressources rares. Donc voilà, si vous voulez le voir à la fin ou proposer votre candidature, vous êtes les bienvenus. Et enfin, j'espère que j'ai fait une bonne promotion aussi du data engineering, parce que par contre, il n'y a pas que les data scientists pour les initiatives data, il y a aussi le data engineering. Et j'ose dire en cette période de Coupe du Monde que si on n'a pas le même maillot, on a la même passion, la data. Merci. Super. Quand je vous avais dit que c'était un bon Rex, c'était un bon Rex. En résumé, vos données, elles vont dans S3. Vous avez des services vous permettant de faciliter l'ingestion de la donnée. Vous avez tout un range de services vous permettant de calculer, de traiter cette donnée, de l'analyser. Tout ça, bien sûr, on va le cataloguer. Et n'oubliez pas, Glue Data Catalog. On va gérer les accès. Tout ça, on veut le sécuriser. On veut s'assurer que tout le monde n'a pas accès à tout. Et bien sûr, vous avez tout ce qu'il vous faut sur la plateforme pour sécuriser tous les accès et être capable d'auditer et de vérifier la compliance de cette plateforme à tout moment. N'oubliez pas que vous pouvez maintenant stocker vos données en France. La plateforme a été ouverte en fin d'année dernière, comme on l'a dit en keynote. Vous avez 3 zones de disponibilité. Tous les fondamentaux du cloud s'appuient sur ce genre de concept. Vous êtes compatible GDPR. Vous avez la capacité de mettre maintenant vos workloads à une distance qui permet d'avoir des latences très faibles pour servir vos clients. Et encore une fois, on a déjà aujourd'hui 2 points à disposition pour créer des liens entre vos data centers et la plateforme AWS, et on en aura bientôt en 3e. Plein de choses vont venir. On va continuer à dialoguer avec vous. Le vendredi 13 juillet, la prochaine édition des Awesome Day qui aura lieu dans nos locaux, à la tour Carpe Diem. Et tout un autre ensemble, les Dev Days, les Innovate 2018, les Startup Days, tout un autre ensemble de services qui auront lieu pour vous à différentes dates. Donc n'hésitez pas à prendre les informations. Et il me reste une chose à vous dire. Merci beaucoup.
et je pense que vous allez trouver le hashtag qui est caché. En cette période de Coupe du Monde, allez les Bleus. Merci beaucoup.